Chapitre 2. Des loups en hiver. Elminster était aux prises avec une tempête de neige. Durant Martel, les vents soufflaient sans répit. Dans les collines de la Corne, on retrouvait hommes et bêtes gelés. Depuis la destruction de Eldon, c'était le 4e hiver qu'elle passait en claquant des dents du matin au soir. Une main se posa sur son épaule. Il la tapota. Sarget venait de repérer une patrouille. Avec toute la discrétion souhaitable, il partit avertir les autres, protégés par des couches d'habits volés aux morts, tels les golems de chiffon des légendes. Les six hors-la-loi prirent leurs lames et descendirent dans le ravin. Le vent qui s'engouffrait dans le boyau soulevait des tourbillons de neige. Angar avait peine à tenir sa lance, pris sur le cadavre d'un piquier qui n'en aurait plus jamais besoin. Les brigands s'enterrèrent à demi, attendant que la neige les transforme en monticules blancs. « Les dieux maudissent tous les sorciers !» pesta l'un d'eux. « Allons, vieux, tu sais à quoi t'en tenir » dit un autre. « Moi, oui. Mes pieds gelés, eux, préféreraient une bonne flambée à... Tu n'es pas le seul. Avec l'aide des dieux, nous réchaufferons bientôt la plante des pieds. À présent, silence. » Peut-être, souffla Elminster, les dieux ont-ils d'autres projets. Sarget ricana dans sa barbe. Un hennissement troubla le silence, puis un cri de défi. Bairold et Argel étaient passés à l'action, imitant un hurlement de loup à glacer le sang. Bairold affolait les chevaux. La patrouille était en vue. Tel un spectre, épée au poing, Elminster jaillit de son linceul de neige. Rester en place, c'était être piétiné. L'instant suivant, un garde transperça la gorge d'un soldat, sa monture s'écroulant sous lui. Un autre cavalier fonçait sur eux. Elle courut sur la neige. Le cheval patina, manqua de désarçonner son cavalier qui, apercevant elle, se mit en tête de le pourfendre. Le jeune homme esquiva et frappa le cheval aux jambes. Déséquilibré, celui-ci atterrit au pied de son vainqueur, qui l'égorgea. 4 ans plus tôt, Elminster avait découvert son aversion pour les tueries. Ça ne s'arrangeait pas avec le temps. Mais dans les collines, le fief des bandits, on appliquait la loi du plus fort. Dans le tumulte des sabots, un rugissement de douleur éclata, suivi d'un bruit mat d'un corps heurtant le sol. Elminster resta sur ses gardes. Certains bandits se débarrassaient parfois d'un complice encombrant en prétendant l'avoir confondu avec un ennemi. De telles erreurs n'étaient pas rares. Elle ne s'attendait pas à cette perfidie, mais qui pouvait se vanter de connaître le cœur des hommes? Comme la plupart des hors-la-loi de la région, du moins ceux qui suivaient Aume Pierre-Lame et haïssaient les seigneurs mages, ces coupes jarrets ne faisaient pas la guerre aux pauvres gens. De plus, les bandits vivaient dans un strict isolement. Ils ne voulaient pas attirer les foudres des sorciers sur les fermiers dont les écuries abritaient les gueux, transis de froid, des racines gelées les empêchant de périr de faim. Les bandits ne se fiaient pas à ces gens pour autant. Les paysans qui les trahissaient touchaient 50 pièces d'or par tête. Plus d'un bandit avait payé de sa vie un excès de naïveté. La parade était de ne faire confiance à âme qui vive. Depuis les oiseaux et les renards, dont la fuite attirait l'œil exerçait les patrouilles, jusqu'aux camelots et aux rebouteux, avides d'espèces sonnantes et trébuchantes. Sarget réapparut. Les vents s'étaient calmés. Tous morts, elle. Une dizaine de soldats. L'un d'eux avait une besace pleine de vivres. Elminster, alias Eladar dans la truanderie, grommela. Pas de sorcier? Sarget posa une main ensanglantée sur son bras. Patience. Si tu veux étriper les thaumaturges, commence par leurs sbires. Par tous les dieux, ils seront bien forcés de réagir. Tu as raison. Autre chose? Le vent recommença à souffler. Un cheval mort que nous enterrerons sous les capes de cadavres. Hâtons-nous. Les loups crient autant famine que nous. Angar a fait main basse sur une dizaine de dagues et un aume. Comme toujours, Bairold récupère les bottes. Veille des Nind qui s'occupe du dépeçage. Encore la boucherie. Sarget lui tapota le dos. Nous devons en passer par là pour survivre. Ça te fera la main pour les futurs banquets. À moins que geler dans la glace et être aussi faible qu'un chaton t'enchante. Va. Maussade, Elminster obéit. Un cri de joie de Bairold lui fit tourner la tête. Le goubre menait un cheval par la bride. L'animal porterait leur butin sur une certaine distance avant d'être abattu pour que ses traces, dans la neige, ne trahissent pas la position de leur repère. Bairold et Sarget guidèrent leur bête jusqu'aux sources, qui jamais ne gelaient. Bairold calma le cheval, avant de l'abattre, avec une froide efficacité. Les bandits laissèrent la carcasse fumant au loup, et se roulèrent sur les congères pour se nettoyer. Ils repartirent dans la tempête vers la grotte des vents.
Là, chacun passa par l'étroite ouverture et se dirigea, à tâtons, vers la roche phosphorescente qui signalait l'entrée de la caverne suivante. Sarguet frappa 6 coups contre la paroi. Il fit 2 pas et s'engagea dans un boyau latéral. Les autres lui emboîtèrent le pas, s'enfonçant sous les collines de la Corne. Ils eurent bientôt dans les narines l'odeur de la terre humide. De la lumière brillait dans une grotte tapissée de mousse. Quand le groupe entra, Sarguet s'annonça à voix haute. Rassurés, les hommes baissèrent leurs palettes. « Vous êtes tous sains et saufs ?»« Oui, et nous revenons avec de la viande à rôtir, » jubila Sarguet. « Du cheval ou du soldat débitant en rondelle ?» Des glissements lui répondirent. Le groupe traversa une autre grotte hérissée de stalagmites, évoquant les crocs d'un monstre. Les pillards atteignirent un puits naturel éclairé par une lumière rouge. Une échelle menait à une caverne où les hommes dormaient, serrés les uns contre les autres. À chaque pas, l'air se réchauffait. Enfin, devant les sources d'eau chaude, les guerriers se sentirent dans leur fief, fièrement baptisé Castelmisère. Des couvertures et de vieux manteaux contribuaient à un semblant de confort. Les nains avaient fait découvrir le dédale souterrain à Aume-Pierre-Lame. De temps en temps, les humains y trouvaient encore des torches prêtes à l'emploi et du bois de chauffage, gracieusement offert par leurs petits voisins. Un jour, la vieille Maury avait expliqué à elle que les nains refusaient de se montrer aux humains, mais désiraient quand même qu'ils restent. Les nains soutenaient tout ce qui affaiblissait les sorciers. La cause des hors-la-loi était la leur. Les humains se reproduisaient comme des lapins, si leur magie rivalisait avec celle des elfes, où allait-on ? Maury sourit aux guerriers. « De la nourriture, mes braves ?»« Oui, dit un garde. Et quand nous aurons festoyé, il nous restera encore de quoi remplir nos panses une semaine. » Les rustaux dépenaillés qui sommeillaient ouvrirent un œil. Pour tromper leur faim, ils mâchaient les racines à longueur de journée, guettant le retour des bandes en maraude. Tous se groupèrent autour du feu. De vieilles lames servirent de broches, on déballa les quartiers de viande. L'équipe de Sarguet était la meilleure. Célèbre pour sa gaucherie, que compensait heureusement la vivacité de ses réflexes, elle était heureuse d'en faire partie. Un jour, un nécromancien, tombé par hasard sur leur repère, avait péri, hérissé de carreaux. Mais au fil des ans, Elminster avait eu peu de contact avec les sorciers d'Atalantar. Les hors-la-loi harcelaient tant les patrouilles qu'ils avaient cessé d'accompagner leurs troupes. Excusez-moi, manque des lignes. Comment ? Et les laisser payer tout à leurs aises jusqu'au printemps ? Combien de guerriers pouvez-vous encore vous permettre de perdre ? Le sorcier aimait recevoir ses officiers sur le rempart. De là, on surplombait les eaux gelées de la course de la licorne. Le maître d'armes du château de Sarntorel baissa les yeux. Aucun, seigneur mage. Voilà pourquoi je n'ose plus en envoyer. Chaque homme qui chevauche vers l'ouest va à sa perte, et il le sait. Nous sommes à 2 doigts de la mutinerie, et je dois également assurer l'ordre chez nous. Si les caravaniers sont assez fous pour braver les tempêtes de neige, qu'ils y aillent seuls. Laissons les bandits dans leurs collines, inutile que nos soldats aillent les distraire au prix de leur vie. Le sorcier campait sur ses positions. Le maître d'armes s'appuya à un merlon pour s'empêcher de reculer et de trahir sa peur. Il aurait donné cher pour être quelque part où la sorcellerie était inconnue. Je n'ai pas souvenir que le roi ait souhaité entendre votre opinion sur vos devoirs. Encore qu'apprendre comment vous interprétez ces directives ne manquera pas de l'intéresser. Le maître d'armes affronta le regard malveillant du mage. « Votre volonté, seigneur sorcier, souligna-t-il. Et donc que j'envoie davantage de patrouilles ?» Le sous-entendu était clair. Aux yeux de l'homme, le roi était plus sage que le croyait son entourage. Il aurait donc vu d'un bon œil la prudence de son maître d'armes. Le sorcier hésita. « Faites-moi part de votre avis, maître d'armes. Peut-être parviendrons-nous à nous entendre. » Envoyez à la Corne une expédition de mages, voire d'apprentis, commandée par un nécromancien expérimenté. Je leur allouerai 20 soldats, je n'ose pas risquer davantage de vie. Ensuite, qu'ils traquent ces pillards par tous les moyens. Les 2 hommes s'affrontèrent du regard. Puis, Kaden Holotsar sourit. Un plan solide, maître d'armes. Je savais que nous parviendrons à un accord. Il se tourna vers les fermes enneigées avant de poursuivre. Vous aurez 12 mages, dont Landorn Valadarm. Le guerrier hocha la tête. Landorn était-il un incapable ? Ou s'était-il attiré des foudres de Kaden ? Contre la bande de pillards qu'il partait affronter, la seconde hypothèse vaudrait mieux que la première.
Les deux hommes se tournèrent le dos et s'éloignèrent, affichant une fausse insouciance. Leur pas assuré proclamait qu'ils avaient l'âme bien trempée et ignoraient la peur. Le silence retomba sur les créneaux de Sarntorel. Les tours se dressaient encore vers le ciel, avec superbe, quand ces humains sauraient retourner la poussière depuis des lustres. Elminster rognait ses derniers os de cheval quand un guetteur surgit. « Une patrouille nous a repérés. Aglin et beaucoup d'autres sont déjà morts. Des soldats sont partis prévenir les chefs. » La grotte s'emplit de jurons et de cris. Sarguette beugla par-dessus la tumulte. « Arbalétriers, tous à vos postes. Les gamins et les blessés, allez monter la garde dans la caverne. Les autres, avec moi. Brest et Ladar, rejoignez nos frères. Vous êtes les plus rapides. Massacrez ces soldats, ou ça en sera fait de nous. » Elminster et Brest couraient déjà vers l'entrée de la grotte des vents. Des carreaux sifflèrent à leurs oreilles. Elminster plongea, à l'instant où un dard d'acier se fichait dans l'œil de Sarguette, le plaquant contre la roche. À plat ventre dans la neige, elle planta sa dague devant lui et récupéra l'arbalète dont Sarguette n'aurait plus besoin. Les hors-la-loi ripostèrent. Leurs tirs étaient ponctués par les cris des victimes. « Tempus, guide ma main !» murmura Elminster avant de s'entailler le bout d'un doigt sur sa dague en guise d'offrande. Ôtant son casque, il l'agita au-dessus de sa tête. Un carreau répondit à son défi. Elle bondit et contourna le rocher derrière lequel il s'était réfugié. Il visa et manqua. Jurant, il replongea à l'abri, remplacé par Brérest, qui fit mouche. Le soldat s'écroula. Délaissant son arbalète, Elminster reprit sa dague et fonça vers un éboulis. Mais un guerrier surgit, arbalète en position. Il ne pouvait pas rater le jeune homme. Elle plongea dans un trou, s'attendant à mourir à tout instant. La mort le dédaigna. Chassant la neige de son front, il releva la tête. Brérest, ou un autre, avait eu de la chance. L'épaule transpercée par une lance, le soldat qui avait failli le tuer se tordait de douleur. « Merci, Tempus !» souffla Elminster du fond du cœur. Il courut vers un autre éboulis et s'abattit sur le sorcier qui s'y retranchait. Avec une vivacité inouïe, il l'égorgea. « Pour Eltrine, prince d'Atalantar !» souffla elle avant de repartir. Il acheva un blessé. « Pour Amrital, sa princesse !» Les clameurs mourirent. Survolant la zone du regard, elle ne vit que des morts et des moribonds, étendus devant la grotte. À quelques pas de là, les mains sur les carreaux fichés dans son cœur, gisait Brérest. Dieu, Sarguest et Brérest, et combien d'autres? Si ces soldats réussissaient à prévenir les sorciers, combien étaient-ils? 4 étaient morts ici, et plusieurs autres à l'intérieur du repère. On n'entendait plus siffler les carreaux. Y avait-il aucun survivant? Quelque part, derrière des rochers, quelqu'un sanglotait. D'après le nombre de cadavres, il y avait eu 2 patrouilles. En tout, 5 hommes manqués. Ils avaient dû courir avertir les mages, en laissant 1 ou 2 guetteurs pour surveiller les bandits. Elminster avait besoin d'un cheval. Grâce au ciel, il en aperçut un, non loin de là, privé de cavalier. Se faufilant de rocher en rocher, il s'arma de 4 dagues, prises sur des cadavres, et d'une lance. Un carreau siffla à ses oreilles. Il plongea à plat ventre. Il avait presque atteint l'homme qui sanglotait quand un autre se dressa devant. Elminster le transperça de sa lame. Pour Eldrin, prince d'Atalantar, gronda-t-il. S'emparant d'un arc, il plongea derrière un rocher et encocha une flèche. Le doigt sur l'empennage, il rampa à plat ventre. Personne en vue. Lentement, il se mit à genoux. Un carreau siffla à quelques doigts de sa tête. Il se laissa tomber, jouant les blessés. Il gémit pour couvrir le bruit qu'il fit en rencochant une flèche sur l'arc. Prêt à achever sa victime, un arbalétrier sortit derrière un buisson. Elminster et lui se virent au même instant et tirèrent simultanément. Ils manquèrent leur cible. Y aurait-il jamais de cesse à ces tueries? Saisissant sa dague, elle fonça, avec l'espoir de prendre son ami de vitesse. Son pari fut payant. La dague qu'il lança intercepta un autre carreau, alors que le soldat tirait son épée. Elle lui lança une autre lame au visage. Elle rebondit sur le homme, mais déséquilibra le soldat. Avec un rugissement, l'homme s'abattit sur elle. Hurlant de douleur, celui-ci chercha une arme à sa ceinture. En vain. Alors que son adversaire allait lui donner le coup de grâce, son poing porta sur l'épée du lion, glissée sous la tunique d'aile. Désespéré, celui-ci saisit la garde. Durant son premier hiver, il avait affûté la lame jusqu'à lui rendre son tranchant. Mais passé la garde,
L'acier n'avait même pas la longueur d'une main. À cet instant, pourtant, il lui sauva la vie. Alors que le guerrier levait le bras, Elminster lui enfonça son arme dans le cœur. Waltryn, prince d'Atalantar. Du sang gicla sur lui, tandis qu'il sombrait dans l'inconscience. Il flottait. Autour de lui, on chuchotait. Une lueur blanche apaisa la douleur de ses muscles froissés. D'une poussée psychique, Elminster fit s'éloigner la lumière. Ainsi, sa volonté pouvait combattre la souffrance. Était-il capable de se soigner lui-même? Soudain, la douleur revint. Il sentait la dureté de la pierre sous lui, la sueur dans son dos. Le ciel était bleu et sans nuages. Elminster gisait sur des rochers couverts de neige. Roulant sur le côté, il scruta les alentours. Puis les ténèbres l'engloutirent de nouveau. Un peu plus tard, elle revint à lui. Piaillant de dépit, les vautours s'envolèrent à tire d'aile. Le dernier soldat gisait non loin de là, l'épée du lion fichée dans la poitrine. Elminster la retira et l'essuya sur la neige. Les dernières lueurs du jour étaient filtrées par d'épais nuages. Elle se leva. S'il voulait survivre, il avait une tâche à accomplir. Sur des jambes mal assurées, il traversa le charnier. Dans la cuvette où se trouvait l'entrée de la grotte des vents, gisaient 8 soldats et le double de brigands. Les charognards étaient déjà à l'œuvre. Les loups ne tarderaient pas à se joindre au festin. Il fallait espérer qu'ils seraient repus avant de s'aventurer dans le repère. Elminster devait rattraper les survivants avant qu'ils rallient leur camp et les oxyrent. Mais l'odeur du sang le rendait déjà malade. Il détourna les yeux des cadavres. Quel vaillant hors-la-loi faisait-il? Il repéra les traces laissées par les chevaux. Comment battre des étalons de vitesse par ce temps? C'était absurde. En revanche, il était possible de réunir les épées et les arcs encore entiers pour équiper les survivants. On pouvait transformer la caverne en piège mortel. Mais si leur ennemi lançait une boule de feu... Elminster s'assit sur un rocher et réfléchit. Ce mouvement soudain lui sauva la vie. Un carreau vola au-dessus de sa tête pour se ficher dans un tronc. Le plus jeune des princes d'Atalantar plongea en hâte derrière le rocher et se fit tout petit avant de risquer un coup d'œil alentour. Au bord du ravin qu'il surplombait, se tenait le soldat chargé de surveiller la grotte. Si Elminster pouvait lui subtiliser sa monture et partir au galop, un jour les cocherons voleraient. Le sourcil froncé, elle rassembla ses souvenirs. Le dernier soldat qui avait failli le tuer avait laissé tomber son arbalète dans un buisson tout proche. Elle rampa. Un autre carreau siffla à ses oreilles. « Tempus et Tiche, aidez-moi » murmura-t-il. Le projectile suivant se ficha dans un autre tronc d'arbre. Une bataille réelle a peu de rapport avec les champs des ménestrels, songea le jeune homme. Elminster repéra l'arbalète dans la neige. De nouveau armé, il rebroussa chemin en rampant, quand un carreau fendit l'air sans l'atteindre. Il se retourna et tira. Tiche guida sa main. Le soldat se trouvait obligeamment sur la trajectoire. Il tomba, mortellement atteint. Elle contourna la crête au pas de course. Grâce au dieu, le cheval était toujours là. En toute hâte, Elminster attacha ses armes à la selle et enfourcha la bête. Docile, celle-ci partit au galop. La piste était facile à suivre. Elle devait gagner la corne de Eldred avant qu'un sorcier le repère et le foudroie. La nuit tombait sur les collines. Il devait réussir. La survie des hors-la-loi, retranchés à Castelmisère, dépendait de lui. Un souvenir fit sourire le cavalier. Les leçons de son père sur les devoirs de tout un chacun, depuis le dernier des paysans jusqu'au suzerain. Eltryn avait davantage insisté sur les responsabilités d'un prince que sur celles d'un fermier. C'était normal. Les puissants tenaient entre leurs mains les rênes du monde. Jamais elle n'avait soupçonné qu'il était un prince, ni qu'il le deviendrait à la mort de son père. Il se rappelait clairement ces paroles. Le premier devoir d'un roi est envers ses sujets. Leurs vies sont entre ses mains. Il doit toujours avoir leur avenir à cœur. Qu'il se montre négligent, capricieux ou obstiné, et tout est perdu. On lui doit obéissance, certes, mais la loyauté se mérite. Certains souverains ne le comprendront jamais. Et que sont les princes, sinon des jouvenceaux entêtés apprenant leur métier de roi? Que sont-ils en effet, père? Murmura Elminster, perdu dans ses souvenirs. Le vent ne daigna pas répondre. Chapitre 3. Des neiges rouges sang. Enfin, Tiche entendit ses prières.
Alors qu'Elminster traversait une vallée au galop, il aperçut un bivouac. Les traces lui apprirent que le soldat s'était mêlé à une autre patrouille plutôt que de retourner au fort et de s'exposer au danger en pleine nuit. Remerciant son dieu, elle tira sur les rênes. Ses ennemis étaient devant lui. Comme toujours, avec la déesse de la chance, la situation était à double tranchant. Elminster devait abattre les 5 survivants de l'escarmouche et tous ceux qu'ils avaient joints. Un instant, il regretta de n'être pas un mage capable de noyer le bivouac sous des torrents de flammes, ou de faire surgir un dragon. Le souvenir de Eldon le fit frémir. Sous sa cape, il palpa l'épée du lion. Avec une grande dignité, il lança au vent. Le prince Elminster est un guerrier. Il tue pour se réchauffer, dépèce sa monture pour ne pas mourir de faim, et se jette à corps perdu dans une nouvelle bataille. Et maintenant, il s'apprête à fondre sur 20 soldats. Alors qui est-ce, sinon un guerrier? Un fieffé imbécile, bien sûr, lança une voix. Elminster se retourna sur sa selle. Juché sur un nuage invisible, un homme en cape noire le toisait. Le jeune homme réagit d'instinct. Sa main vola à sa ceinture, saisit une dague et l'en lança. L'arme traversa l'apparition et termina sa course dans la neige. Un sourire finaud illumina le visage du sorcier. « C'est une projection qui te parle, pauvre benet. Tu nous as suivis jusqu'ici? Que veux-tu » Elminster joua les innocents. « N'ai-je pas atteint Talentar? J'ai un message à remettre à un seigneur mage. En êtes-vous un ?»« Malheureusement pour toi, oui, prince Elminster. J'ai entendu ta harangue. Tu es le fils d'Eltrine, celui pour qui nous battons la campagne. » Elle réfléchit. Un sorcier pouvait-il frapper par projection interposée? Une petite voix lui souffla. Pourquoi pas? Mieux valait ne pas prendre racine. Elle épronna sa monture et tourna autour de son interlocuteur. « Tu as juste entendu mon nom de guerre, lança-t-il avec mort. Mais faut-il que j'y aille? D'autres seigneurs mages que toi ont des ambitions. » Le sorcier rit aux éclats. Elle s'empourpra. Avoir galopé à bride abattue, risquer 100 fois sa vie, tout ça pour être arrêté par une vulgaire projection pendant que les soldats l'encerclaient. Tournant bride, le jeune homme repartit. Du haut de la première colline qu'il gravit, le prince vit l'image disparaître. Un peu plus loin, des cavaliers amorçaient un mouvement circulaire pour le surprendre. Il faisait nuit noire. Ses lunettes ne tarderaient plus. Jusqu'où le sorcier pouvait-il voir? Elminster réfléchit. 2 plans lui vinrent simultanément à l'esprit. Primo, contourner ceux qui espéraient le capturer et fondre sur leur bivouac pour débusquer le mage et l'abattre, avant qu'il ait le temps de lancer un sort. Génial, mais quasi impossible à réussir. Secondo, se camper sur la piste, creuser la neige et libérer sa monture. Si les soldats se lançaient à sa poursuite, il les tuerait les uns après les autres, puis capturait une de leurs bêtes. Alors, il attaquerait le camp. Le sorcier éliminé, il exterminerait les suivants. Encore plus irréalisable, il compta ses adversaires. 9 hommes. Son cheval trébucha 2 fois. Doucement, murmura Elminster, accablé de fatigue. Pour sûr, il n'était pas invincible. Une attaque désespérée ne le tentait pas beaucoup, mais fuir serait tout aussi stupide. De plus, cela reviendrait à renoncer à tous ses espoirs. Venger ses parents, renverser la tyrannie du mage, restaurer la chevalerie. Elle s'embusqua derrière un rocher, résolu à tendre l'ennemi de pied ferme. Sautant à terre, il prit ses armes et flanqua un grand coup sous la croupe de sa monture, qui partit au galop. Elminster resta seul dans la nuit. Par les dieux, pas pour longtemps. 9 soldats fonçaient sur lui, assoiffés de sang. Son arbalète armée et 4 dagues plantées devant lui, Elminster guetta l'instant propice. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Si ses ennemis le repéraient trop tôt, c'en serait fini du fils d'Eltrine. La gorge sèche, le jeune homme mesura à quel point sa situation était désespérée. Bientôt, il serait fixé sur son sort. Il y eut un brusque roulement de sabots, puis des cris et des cliquetés métalliques. Que se passait-il? Un soldat traversa le champ de vision d'Elminster. Il visa avec soin et tira. Le cheval se cabra, désarçonnant son cavalier. Tous deux roulèrent sur le sol, puis la bête se redressa en hennissant. Aucun autre cavalier n'apparut. De derrière la crête montaient des cris et des bruits d'armes. Décontenancé, Elminster reprit ses dagues. Arbalète en main, il s'approcha prudemment du théâtre des opérations. Des cavaliers s'affrontaient.
Le premier groupe était armé de briques et de brocs, et vêtu d'un fratras d'armure et de tuniques mal assorties. Par tous les démons, d'où sortaient-ils? L'autre fraction, écrasée par le nombre, perdait rapidement pied. Un soldat sortit de la mêlée et s'enfuit à bride abattue. Le prince d'Atentar visa le fuyard. Le carreau lui frôla l'épaule. Manqué, pesta. Elminster encocha un autre carreau et tira de rechef. La cible soignait rapidement, mais l'angle était meilleur. Cette fois, le trait fit mouche. Touché dans le dos, l'homme tomba pour ne plus se relever. J'ignorais que nous avions des arbalétriers avec nous cette nuit. Ravi d'entendre une voix familière, Elminster se retourna. Home! Le cavalier portait la cuirasse fatiguée, les gantelets rouillés et le casque cabossé qui lui avait vu la première fois. Et il l'empestait toujours autant. Monté sur un cheval noir, en aussi piètre état que son maître, il tenait une épée rouge de sang. Comment êtes-vous arrivé ici, s'enquit le jeune homme, souriant à l'idée qu'il ne mourrait peut-être pas cette nuit, tout compte fait. Nous venons de Castelmisère, répondit le chevalier, penché sur sa selle. Là-bas, bien des braves gisent dans une mare de sang. Maury n'a pas retrouvé Eladar parmi les morts, ajoute-t-il avec un clin d'œil. Quand je n'ai plus de soldats à tuer, déclara Elminster avec gravité, j'ai accouru ici. Les survivants vont indiquer à leur chef notre repère. Ils ont rejoint une autre patrouille quelque part derrière les collines. Ontrar beugla aussitôt Homme. À moi, vite! Elminster, ajouta-t-il, viens avec nous. Ce ne sont pas les chevaux qui nous manquent. Le jeune homme secoua la tête. Mon combat est contre les sorciers. Homme en perdit son sourire. Es-tu prêt? Souffla-t-il. Vraiment, mon garçon? Elle écarta les bras. Celui qui se terre là-bas sait qui je suis. Homme lui donna l'accolade. Alors j'espère te revoir vivant. Une attaque en force de leur camp t'aiderait-elle à auxilier le thaumaturge? Non, Homme. Va. Tu as, toi aussi, un combat à livrer. Si vous les exterminez, Castelmisère aura 1 ou 2 hivers de répit, à condition que les bandits aient le bon sens de le déserter en été. Au dégel, les sorciers fouilleront ces collines, épée et grimoire au poing. Sage parole. Fasse les dieux que nous nous revoyons en ce monde. Il le salua de son épée. Elle lui rendit son salut. Puis, le chevalier repartit à l'assaut. Il recommença à neiger. Le jeune homme se désaltéra, en mâchant une poignée de neige, réunit ses armes et se dirigea vers son objectif, le camp. Les sorciers devaient tôt ou tard épuiser leur répertoire, comme les archers et leurs carquois. Restait à espérer que personne ne se servirait de la scrutation. S'il voyait l'aube se lever, songea Elminster, il lui faudrait rendre 1000 grâces aux dieux. Calés sur des trépieds, des lampes tempêtes éclairaient les hommes. La neige tourbillonnait. Caladar Taïrin se concentrait pour conserver une sphère en lui, en l'air, et lancer un nouveau sort. S'il réussissait, un pont lumineux relierait la sphère à celle qui flottait près du champ de bataille. Une incantation aux lèvres, le thaumaturge sentit monter l'énergie en lui. Dans son exultation, il vit les gardes reculer avec un respect craintif. 2 arabesques complexes, un grand geste théâtral, une dernière syllabe. Le carreau qui visait son cœur le toucha à l'épaule. La sphère en lévitation s'écrasa avec un crépitement qui couvrait les cris de douleur du sorcier. Gisant dans la neige, il entendit un autre projectile siffler à ses oreilles. Les soldats dégainèrent leurs épées et passèrent à l'attaque. Elminster les laissa venir, comme il s'y attendait. Un autre sorcier sortit d'une tente, bâton en main. Avec soin, il tira son dernier carreau, le visant à la gorge. Puis il laissa tomber son arme et empoigna ses 2 lames. Les soldats approchaient. Une épée dans une main, une dague dans l'autre. Elle fonça. Homme avait eu raison. C'étaient de piètres combattants. Le prince se débarrasse d'eux avec une facilité déconcertante. Énuclant le premier et tripant le deuxième. Les survivants ne semblèrent plus si pressés d'en découdre avec lui. Sans perdre une minute, elle courut vers le camp. Un chevalier en armure se campa devant lui. Esquivant son attaque, le jeune homme renversa un trépied et mit le feu à une tente. Des cris retentirent. D'autres soldats accoururent, épée au clair. Elminster slaloma entre les tentes, s'enfonçant dans la nuit. Il se heurta à un garde qu'il poignarda. L'homme s'écroula sans un cri. Talonnée par les soldats, elle reprit ses jambes à son cou. Moins n'y avait-il aucun archer dans les parages, où il aurait déjà été mort. Elminster plongea derrière une colline.
Le campement était en feu. Plus loin, le jeune homme aperçut d'autres guerriers. La bande de hommes. Celui-ci le repéra et s'écria. « Eladar, c'est fait ? Un sorcier mort et l'autre blessé. La moitié du bivouac me court après. Nos chevaux se reposent, et on détrousse les morts. Certains avaient des armures trop belles pour eux. Aurais-tu changé d'avis ? Venir avec vous paraît une meilleure idée. » Homme aboya des ors avant de revenir vers le prince pour lui attribuer un cheval. « Prends celui-ci, Eladar, et suis-moi. » Laissant derrière eux 4 hommes chargés du butin et des chevaux de réserve, les chevaliers d'Atalantar se dirigèrent sur le camp qui avait fui le prince. L'un d'eux abattit son premier soldat d'un carreau dans la gorge. L'exploit fut salué par des cris de joie. « Tu sembles nous porter chance, lance Home à elle. Nous conduiras-tu à l'assaut de Hastarl ? Je suis là de verser le sang, Home. Et plus nous en ferons, plus la riposte au printemps sera sanglante. Une poignée de marchands oxy est une chose. Le massacre systématique des patrouilles en est une autre. Nos ennemis n'oseront pas laisser de tels crimes impunis. Ce serait donner trop d'idées aux rebelles. » Home acquiesça. « C'est juste. Pourtant, faire mordre la poussière à ces chiens est tellement exaltant. Vois ces tentes en flammes. Tu as bien travaillé, mon garçon. Espérons que tu n'as pas brûlé les vivres. » Elminster éclata de rire. Les chevaliers ne firent qu'une bouchée des survivants, abandonnant les fuyards à leur sort. Le silence retomba sur le camp dévasté. Beuglant à tue-tête, Home réorganisa ses troupes. Postons des gardes ici, ici et là, dans l'ombre. Les autres, 6 partantes, encore debout, et ensuite au rapport. On ne détruit rien sans mon avis. Si vous trouvez des survivants, appelez à l'aide. Les preux se dispersèrent. Découvrir des réserves de vivres provoqua des cris de joie. Du sorcier blessé, il n'y avait nulle trace. « Bien, décréta Home. Restons là pour la nuit. Festoyons, et au matin, retournons à Castelmisère. Les tentes abriteront nos chevaux près de la grotte des vents. Ensuite, prions qu'Oril et Talos nous envoient de la neige pour couvrir nos traces. » Un concert d'approbation salua la harangue. Penché sur l'oreille d'Elminster, Home ajouta à mi-voix. « Tu voulais quitter les collines, mon garçon, et je ne peux m'empêcher de penser que tu es sur la bonne voie. Il faut cacher les grimoires et tout l'attirail des sorciers vaincus. Je connais une grotte, près de Eldon, qui ferait l'affaire. Jusqu'au redout, tu pourras chasser le daim en m'attendant. Si les soldats viennent rôder dans le coin, réfugie-toi dans la haute forêt. Ils n'oseront pas s'y aventurer. » Il se gratta le menton. « À la réflexion, tu ne seras jamais un guerrier. Peut-être l'anonymat des foules de Hastarl te réussirait-il mieux. Tu côtoierais les mages à leur insu, et tu fourbirais tes armes en attendant ton heure. Qu'en dis-tu ? » « Oui, c'est un plan judicieux. » Home posa une main sur l'épaule du garçon, et le rattrapa avant qu'il touche terre. Elle sombra dans l'inconscience. Elminster réouvrit les yeux. Il volait. Sa tête heurta le plafond de l'étable où il s'était réfugié pour la nuit, après avoir quitté ses compagnons, qu'il avait soignés avec une étonnante gentillesse. « 1000 pardons, mon prince, fit une voix goguenard. Je crains de vous avoir tiré en sursaut de votre sommeil. » Suspendu dans les airs, le jeune homme découvrait son adversaire. Sourire malveillant aux lèvres. Il se tenait entre 2 salles. L'éclat bleuté de la magie dansait sur ses mains et sur son médaillon. Paralysée, elle était à sa merci. À grand-peine, il articula. « Qui êtes-vous ? » ?»« Kaladar Tayarin, pour vous servir. » Une force invisible tira elle en avant. Une fourche, jusque-là rangée contre un mur, s'envola à son tour, menaçant son œil gauche. La gorge nouée, le jeune homme souffla. « Tu ne laisses aucune chance à tes ennemis. » L'autre éclata de rire. « Quel âge as-tu, mon prince ? 16 printemps ? Et tu crois encore qu'il existe une justice ? Tu te prends pour un guerrier ? Moi, je me targue d'être un magicien. À chacun ses armes. Où est l'injustice ? » La fourche approcha de l'œil d'Elminster, qui déglutit avec peine. « On n'est plus si brave, hein ? Dis-moi, prince d'Atalantar, qu'es-tu prêt à faire afin de survivre ? » ?»« Pourquoi ? Qu'attends-tu pour me tuer ? D'autres seigneurs mages que toi ont des ambitions, cita Kaladar, ironique. Tu n'es pas sans intérêt. Si quelque chose devait arriver à Bélor, disposer d'un atout tel que toi serait commode pour la suite des événements. Ta valeur politique sera la même quand je t'aurai transformé en tortue, peut-être. Ou mieux, en asticot.
Tu te nourriras des soldats que tes amis ont oxy. Le sorcier éclata d'un rire à glacer le sang. Elminster était trempé de sueur. Réduit à l'impuissance, il ferma les yeux. Son adversaire les lui fit réouvrir de force, lui enfonçant ses protestations dans la gorge. Tu ne crieras pas, au risque d'ameuter la populace. Je veux voir ton expression pendant que les dents de la fourche te crèveront les yeux. Le jeune homme vit les pointes métalliques se rapprocher, encore et encore de ses prunelles. Derrière son bourreau, une porte s'ouvrit sans bruit. Hache levée, un costaud moustachu entra, se glissa derrière le sorcier et le décapita proprement. Elminster et la fourche retombèrent sur le sol. Se relevant d'un bond, elle saisit son épée, prête à tout. « Arrière, prince !» beugla l'homme. « Des sorts peuvent encore être actifs malgré sa mort. » Hache toujours au point, l'homme examina le cadavre. Seul le médaillon scintillait encore. « Son pendentif est magique, dit Elminster, mais je ne détecte rien d'autre. Merci. » L'inconnu s'inclina. « C'est un honneur pour moi, si vous êtes bien un prince. Je suis Elminster, fils de feu Eltrine. Homme Pierre-Lame vous a recommandé à moi, si vous êtes bien Broarn. En effet, soyez le bienvenu en mon humble logis. Toutefois, je dois vous prévenir, prince. 6 soldats dorment aussi sous ce toit, plus un marchand à la solde des sorciers. Cette étable est le palais dont j'ai besoin. Depuis que j'ai quitté les collines de la Corne, je fuis les nécromanciens et leurs soldatesques. Existe-t-il un havre de paix au monde, loin de cette engeance? Nul n'est à l'abri de la magie. C'est pourquoi ces gens règnent aujourd'hui, non le beau peuple. Je croyais que la magie des elfes surpassait de loin celle des humains. Si les mages elfiques s'unissaient, ce serait le cas. Mais malgré leur nature belliqueuse, les elfes n'aiment pas les boucheries. Ils passent le plus clair de leur temps à se chamailler, s'amuser et à prendre du bon temps au lieu de se consacrer aux tâches utiles. Voilà ce qui leur convient. L'aubergiste donna une couverture à son auguste hôte. D'une niche, il sortit du pain et de la viande et les posa sur un plateau avant de poursuivre. Les sorciers humains ont des connaissances limitées, mais ils s'efforcent d'en apprendre toujours plus. Les elfes, eux, croient déjà tout savoir, et ils se tournent les pouces avec conviction. Elminster avisa un tabouret et s'assit. « Dites-moi plus, je vous en prie. Ce Caladar se gaussait de mon ignorance, et il avait raison. J'aimerais apprendre, découvrir le monde. » Broarn lui tendit le plateau de victuailles et sourit, en le voyant attaquer la nourriture avec enthousiasme. « Ah, mais vous avez conscience de vos carences. Ce n'est pas donné au commun des mortels, monseigneur. Datant longtemps, il y a peu à dire. Les princes et les mages tiennent ce pays à la gorge, et ils n'ont pas l'intention de lâcher prise. Néanmoins, malgré leurs grands airs, ils ne feraient pas le poids contre leurs confrères, au sud. » Intrigué, Elminster leva la tête. Oui, le sud a toujours été plus riche et plus peuplé. Calimshan en est le plus important royaume. Les marchands encapuchonnés, à la peau couleur sable, en sont originaires. Je n'en ai jamais vu. L'aubergiste se lissa les moustaches. Vous sortez vraiment de votre campagne, mon garçon. En 2 mots, au nord de Calimshan, des forêts sauvages, irriguées par des fleuves, sont les chasses gardées de la noblesse. Un archimage, Ilundil, les a mises en coupe réglée, les baptisant Kalichar. On le surnomme le mage fou, car il n'en fait qu'à sa tête, se moquant éperdument des conséquences de ses actes. Tous ceux à qui être transformés en grenouille ou en faucon ne disait rien, ont émigré vers le nord. Aïchou, Fulguros. Elminster soupira. On dirait qu'on n'est nulle part à l'abri, ces fous furieux. En effet, messire, si vous devez fuir, courez jusqu'à la course de la licorne, dans la haute forêt. Les sorciers craignaient le beau peuple, non sans raison. Les elfes ont trop perdu de terrain. Désormais, ils se battront pour chacun de leurs arbres. Si vous avez la soldatesque aux trousses, réfugiez-vous dans la forêt des Dracossires, célèbre pour ses dragons irascibles. Les mages ont tué le dernier il y a 20 ans, mais les réputations ont la vie dure. Les bonnes gens évitent encore cette zone comme la peste. Et si je veux tenir tête à mes ennemis, sans qui le jeune homme, comment l'emporter contre un thaumaturge? Born écarta ses grandes mains. Apprendre, ou se payer une magie supérieure à la sienne. Comment se fier à un homme plus puissant que des seigneurs mages? Après avoir écarté ses gêneurs, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'emparer du trône? Vous avez raison. Eh bien, l'autre moyen est plus lent et moins sûr. Lequel?
Minez leur pouvoir, tel un rat dans un garde-manger. Comment un homme se change-t-il en rat? En devenant un voleur dans les foires de Hastarl, et en ouvrant grand ses yeux et ses oreilles. Les guerriers doivent marcher la tête haute et brandir l'épée. Ils sont une cible rêvée pour les sorciers et leurs foudres. Quant au hors-la-loi, trop souvent, la faim les pousse hors de leur tanière. Vous en savez quelque chose. Vous avez déjà exploré les contrées sauvages de ce pays. Il est temps de découvrir les roueries des bourgs. Cela forge le caractère, dit-on. De plus, un paladin n'a pas la vie plus facile qu'un tire-laine. Avec un sourire, elle se leva et s'enquit. Avez-vous une pioche? Bien sûr. Et du fumier, mon prince. Tels deux fossoyeurs, ils se mirent au travail. Emportez ce pendentif de grâce et cachez-le ailleurs, dit Broarn à Elminster. Je ne veux pas voir surgir ici des sorciers désireux de m'interroger sur le sort de leurs confrères. N'ayez crainte, je l'enfouirai sous une pierre sur la route. N'importe quel bandit de grand chemin aurait pu la dissimuler. Très bien, Sourcil froncé, il fit signe à son compagnon de garder le silence. L'oreille tendue, il se pencha vers le mur du fond de l'étable. À pas de loup, il alla décrocher une vieille hache. Elminster s'empara de son épée. Sans bruit, la porte s'ouvrit. Sur Hope, vous m'attendiez, mes agents? Ricana-t-il. Entre donc, Home, grobela l'aubergiste. Plus crotté que jamais, le chevalier lança. J'ai amené des amis. Dis-moi, elle, que fais-tu là? Tu devrais être loin à l'heure qu'il est. Le sorcier que j'avais blessé m'a vite retrouvé. Il a failli m'avoir. Broarn l'a abattu avec cette hache. Home lorgna l'aubergiste, avec un respect nouveau. Puis il tourna autour de lui, comme s'il s'agissait d'une dame en robe d'apparat. Qu'avons-nous là? Un pourfendeur de mages. Bienvenue dans une confrérie très prisée, l'ami. Home, l'interrompit Broarn. Pourquoi es-tu ici? Tu n'ignores pas que mon auberge fournit le gîte et le couvert à des soldats. Durant l'échange, des chevaliers s'étaient glissés dans l'étable, vêtus des armures empruntées au soudard d'Atalantar. Nous avons un petit problème. Maury claque des dents dans la neige avec une vingtaine d'autres braves. Estolmisère est tombé, s'étrangla Broarn. Non, nous avons fui avant d'être faits comme des rats. Les sorciers ont envoyé 12 des leurs à la tête d'un détachement armé. Plus d'une vingtaine des nôtres ont été abattus. Ils savent maintenant où est le repère. Vous avez donc pensé à moi? Quel honneur, mes seigneurs, ironisa l'aubergiste. Alors un instant, faut que je bois, je suis en train de bafouiller plus qu'autre chose. C'est la fatigue, comme toujours, bien évidemment. Ok, reprenons. Tac. Quel honneur, mes seigneurs, ironisa l'aubergiste. Nous ne comptons pas nous éterniser ici. Broarn seulement volé une ou deux montures. Officiellement, du moins. Je vois que tu as fait connaissance avec notre jeune fermier, Eladar. Les deux hommes échangèrent un regard éloquent. Elle avait raison. Après notre coup d'éclat, les sorciers sont décidés à débarrasser la région de nos encombrantes carcasses. S'ils laissaient passer l'affront, bientôt tout le royaume se soulèverait. Alors nous devons fuir. Des suggestions ou sages tenanciers? Broarn renifla de dédain. Courez à Kalichar et persuadez Elondil de vous enseigner son art pour devenir à votre tour expert en magie noire. Puis revenez écraser vos ennemis, à moins qu'un enchanteur compréhensif vous transforme en grenouille pour les tromper, ou que les royaumes elfiques vous accueillent et vous protègent, ou encore que les dieux se fendent de miracles pour vous. J'ai fait le tour de la question, je crois. Non, intervient Elminster avec calme, vous avez oublié une possibilité. Home et Broarn sursautèrent. C'est toi que je vais pourfendre, mon garçon, lança le chevalier, si tu continues à faire le malin. Notre ami Kaladar m'avait tenu à peu près le même discours. Tu vois où ça l'a amené. Le chevalier éclata de rire, bientôt imité par ses compagnons. L'air innocent, elle finit son repas. Qui sait quand il aurait de nouveau l'occasion d'assouvir sa faim. Très bien, mon gars, comprit Broarn, son hilarité calmée. Que proposes-tu? Allons en ville, et disparition dans la foule. Les sorciers hésiteront à massacrer tout le monde, au risque de n'avoir bientôt plus de vassaux. Allons à Starl. Homme et ses complices en restèrent pantois. Mais premier incident,
s'en sera fait de nous tous. Non pas, garder les moutons m'a inculqué la patience, et la chasse aux sorciers m'enseigne la ruse. Tu es fou, marmonna un des guerriers. 1 minute, grogna un autre. Plus j'y pense, moins ça me paraît idiot. Tu veux que la mort te guette à chaque coin de rue? Et qu'y aura-t-il de changé? À Starl, au moins, nous aurons un toit et une cheminée durant l'hiver. Les chevaliers débattirent vivement jusqu'à ce que Broarn les rappelle à l'ordre, leur brandissant la hache sous le nez. Moins fort, mille tonnerres! Vous tenez tant à meuter la soldatesque qui dort ici? Quoi que vous décidiez, repartez dans les bois. À l'homme, je ne veux plus voir un seul de vous entre ces murs. Amène Mori par l'arrière-cour. Elle sera en sécurité sous mon toit. Maintenant, hors d'ici, et que les dieux veillent sur vous. La réunion secrète se terminait. C'était le moment ou jamais de frapper. L'exploit le propulserait au niveau des seigneurs mages. Il n'aurait plus à jouer les apprentis avec le vieillard Skur. Le pouvoir était à portée de main. Safardine Olen laissa mourir le sort qui lui avait permis d'épier la Seine et, bâton en main, s'apprêta à frapper un grand coup. Mourez, tas de crétins, siffla-t-il, avant de s'écrouler le crâne réduit en bouillie par une grosse pierre. Tandis que le sang coulait sur la neige, 2 bâtons lévitèrent jusqu'au bosquet d'arbres. Une grande femme mince les regarda venir vers elle. À la vue de son teint laiteux et de sa chevelure couleur miel, n'importe quel fermier se serait incliné bien bas. Sur sa cape vert-feuille scintillaient des anneaux en fil d'argent. L'enchanteresse salua les hors-la-loi sur le départ. Puis elle s'enfonça dans les bois des charniers. Elminster étreignit une dernière fois Home avant de partir seul vers le sud. Tu as l'âme bien trempée, prince d'Atalantar, chuchota la femme. Puisses-tu vivre et montrer de quel bois tu te chauffes.